Coucou les abeilloux et les abeillouses, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des abeilles de Jeanne. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour les pouces bleus, les abonnements de la vidéo précédente. Vous avez vraiment été encore une fois formidables. Certains commentaires m'ont beaucoup touché. J'ai envie de dire, ça fait chaud au cœur de se savoir entouré de collègues apiculteurs bienveillants. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de faire un petit peu le tour d'un nouveau rucher qui a été créé avec des essaims d'abeilles noires qui sont âgés de plus ou moins 1 ou 2 mois. Et donc ça va nous permettre de pouvoir comparer, de pouvoir voir ceux dont les reines sont en ponte ou ceux où ça n'a pas fonctionné. Et ensuite de commencer à faire des premières évaluations des colonies sur la tenue au cadre, sur le calme de la colonie et aussi sur un premier critère de couleur, voir si on a de l'hybridation ou non. Et je vous propose également, entre deux visites de colonies, de répondre à vos questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo précédente. Donc on va faire une réponse à votre question et une visite de colonie et ainsi de suite, histoire de couper entre deux et que ce ne soit pas monotone suivant ce qu'on a envie de voir de cette vidéo. Voilà, donc je vous propose de répondre à une première question et ensuite on se retrouve aux ruches. Alors première question, c'est une question de Léo qui se reconnaîtra sans doute et à qui je prie le bonjour au passage. Donc Léo m'a même posé 2 questions. Il m'a demandé si j'avais régulièrement des problèmes de loques dans mes colonies. Alors non Léo, je n'ai pas de problème de loques dans mes colonies. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas vu la loque européenne. J'espère ne jamais la revoir non plus, puisque c'est quand même pas plaisant. Et tout simplement, en surveillant régulièrement le couvain de mes colonies, en changeant très régulièrement des cadres, à savoir que la loque, comme beaucoup de maladies, va se loger sur des cadres trop anciens, des cadres noirs très souvent. Ce sont des cadres qui s'épaississent avec le temps, dont les alvéoles deviennent de plus en plus rondes et où la loque va pouvoir se loger. Et donc le premier gros conseil que je donnerais pour ne pas avoir de loque, c'est vraiment de réguler et de changer régulièrement au moins un tiers de vos cadres tous les ans. En ce qui me concerne, produisant des essaims, il y a des colonies dont la totalité des cadres est même remplacée. Mais quand on a pour but de faire du miel, je vous propose de changer au moins un tiers de vos cadres tous les ans. C'est-à-dire de pouvoir mettre à bâtir très près du nid à couvain, de sorte que la reine ait de beaux cadres pour pondre, et au fur et à mesure d'écarter les cadres vers les rives pour les sortir quand ils auront terminé de... En général, on a des cadres qui, au tout début du printemps, sont vidés de leur miel et en rive, ou pas toujours jolis, et je pense que c'est le meilleur moment de les sortir. À mon avis, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de loques ou d'autres maladies du couvain. Ensuite, on a aussi la génétique, car certaines colonies pourraient être plus ou moins porteuses. Pour les gens qui font de l'élevage, ça va pouvoir se vérifier assez rapidement si une lignée est touchée, de pouvoir tout simplement stopper cette lignée et d'en changer. Mais moi, personnellement, mon gros conseil, ça reste le changement de cadre et aussi de génétique, ce qui permet normalement d'éradiquer la loque. Par contre, si vous avez vraiment des problèmes de loque chez vous, moi en ce qui me concerne, la décision avait très vite prise. Il y a une vingtaine d'années, j'avais brûlé l'ensemble des cadres et j'avais euthanasié les colonies directement. Parce que si ça se propage dans votre rucher, mais aussi les ruchers voisins, je pense que ça devient quelque chose d'énorme et d'ingérable. Donc je pense qu'il faut, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut éradiquer directement les colonies plutôt que de risquer de multiplier partout. Et si vous êtes inscrit dans un GDSA, même de le signaler au GDSA et à la préfecture qui saura mettre en place un périmètre de sécurité autour de chez vous. Alors en ce qui concerne la loque européenne, normalement il n'y a pas. Par contre, si c'était de la loque américaine, là c'est quand même beaucoup plus important. Et dans ce cas-là, les autorités
vont même déterminer un périmètre dans lequel même les apiculteurs voisins n'auront plus le droit de vendre leur miel et où leurs colonies vont être vues de très près, suivies de très près, jusqu'à temps qu'on ait pu déterminer qu'il y ait une absence de loques. Donc c'est une maladie très très grave et il faut vraiment y faire attention. En ce qui concerne ta deuxième question, Léo, tu m'as demandé si je mettais régulièrement des pâtons de protéines dans mes éleveuses. Alors non, je ne mets pas de pâtons de protéines dans mes éleveuses. Je préfère de loin les nourrir avec ce qu'elles savent faire le mieux. C'est-à-dire que dans des colonies voisines qui sont très chargées en réserve, je vais prélever des cadres avec du miel. En général, dans les éleveuses, il n'y a pas trop besoin de rajouter du miel, elles savent très bien le faire par elles-mêmes. Mais étant donné qu'elles élèvent des cellules et qu'elles ont un fort besoin de protéines, dans ce cas-là, je n'hésite pas à rajouter tous les 2 semaines à peu près, en même temps que les cadres de couvain fermés, j'hésite pas à rajouter 1 ou 2 cadres remplis de pollen. Je trouve que c'est le meilleur pour elles, tout simplement. Et ensuite, si j'avais réellement à donner un jour de la protéine, je pense que je passerais par la levure de bière. Alors, il y a de la levure de bière spécialement traitée pour nos animaux, comme les chevaux et autres. C'est de la levure de bière désactivée. Et donc, dans ce cas-là, je mettrais un peu de levure de bière désactivée avec du miel de sorte à créer un pâton. Pour pouvoir le poser sur la tête des cadres sur un papier sulfurisé. C'est à mon avis le moyen le plus radical, celui qui contient le plus de protéines et surtout le moins cher. Parce que je trouve que quand on lit un peu les étiquettes des pâtons protéinés qu'on trouve dans le commerce, on peut parfois être très déçu du pourcentage de protéines qu'il y a dans ces pâtons rapport au prix que ça coûte. Donc je pense que le moyen le plus économique, ce serait la levure de bière désactivée. Mais si vous avez des cadres de pollen que vous pouvez prélever et leur donner, je pense qu'on ne fera jamais mieux que ce que la nature sait leur donner. Voilà. Alors nous allons commencer par cette première colonie et on va la regarder ensemble. Et on va se faire une idée ensemble de ce qu'elle est. Alors, bon, ça a l'air plutôt sympa tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette colonie? Je vérifie juste que ma caméra soit pas trop mal réglée. C'est pas évident quand on est tout seul à filmer et à travailler. Alors, je vais me dégager un peu de place afin de pouvoir vérifier notre colonie. Donc on est vraiment typiquement sur de l'abeille noire. Voilà une population parfaitement noire, magnifique à mon goût. Après, l'est-elle au vôtre, je ne sais pas. Mais à mon goût, c'est vraiment une population que j'apprécie beaucoup. Alors si je regarde un peu au niveau des tergites, j'ai quelques hybrides. Je pense qu'on doit être peut-être à 2 ou 3% d'hybridation. Ce qui en fait quand même une colonie, à mon sens, qui devrait tourner aux environs des 95% de pureté en abeille noire. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait les tests d'indice cubito et discoïdo, c'est compliqué de le soutenir. Mais déjà, quand on voit ces critères-là, en général, ça veut dire qu'on est quand même assez bien sur de l'abeille noire. On va regarder l'autre cadre. On va pas dépoter toute la colonie. Elles sont tranquilles. J'ai pas envie de trop non plus les ennuyer. Voilà, tous les cadres sont plus ou moins homogènes, avec toujours une magnifique couronne de miel, de pollen et un couvain très compact, vraiment typique de l'abeille noire.
vais poser mon cadre. Non, je vais pas le poser parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour le placer. J'ai pas trop envie de le poser au sol non plus. Voilà. Je vous fais juste voir ce qu'est un cadre de réserve en abeille noire. Pollen, miel, c'est une colonie que je n'aurai pas besoin de supplémenter, ni de nourrir, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une très belle colonie. On ne va pas forcément chercher la reine. Hein, en abeille noire, je me contente quand je vois une jolie ponte, que la reine a déjà été vue, qu'elle est bien noire, qu'on a déjà tous les critères. Je ne cherche pas systématiquement la reine. À savoir que les reines en abeille noire ont une tendance, dès qu'on ouvre et qu'on enfume, à quitter les cadres et à venir faire le tour de la ruche. Donc si je n'ai pas le choix de la chercher, maintenant aujourd'hui, ça m'embêterait très fortement d'abîmer une reine à cette saison-ci en sachant que je ne pourrais pas la renouveler. Donc je limite mes actions dans les visites quand je vois une colonie aussi belle extérieurement. S'il y avait le moindre doute, je n'hésiterai pas à sortir tous les cadres, mais quand je vois une telle beauté, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Alors je vais à présent répondre à la question de Stéphane. Stéphane qui m'a demandé si, quand on crée un essaim artificiel, si je déplaçais ma colonie souche ou mon essaim. Alors la réponse est oui, je déplace, quand je crée des essaims, je les déplace à au moins 3 km, de sorte que les butineuses se fassent un nouveau secteur de butinage. C'est-à-dire que si on déplace une colonie à 1 ou 2 km, il y a de fortes chances pour que les butineuses retournent à leur ancien emplacement. Et si vous avez tout enlevé, c'est fort dommageable, ce sont des abeilles qui vont mourir, sinon elles vont se redispatcher dans les différentes ruches, dans les différentes colonies, mais par contre vous allez quand même perdre vos butineuses. Donc c'est un gros conseil de déplacer vos colonies à au moins 3 km. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un deuxième rucher, qui ont des colonies d'abeilles directement chez eux, dans ce cas-là, ce que je leur propose de faire, on va partir sur une théorie d'une colonie de 10 cadres qu'on voudrait diviser, hein, sur une colonie 10 cadres qu'on voudrait couper pour dire de faire un essaim sans l'objectif de faire du miel derrière. Parce que si on veut pouvoir faire du miel derrière, on va faire plutôt de petits essaims de sorte, et assez tôt en saison, de sorte à ce que la colonie puisse se préparer de nouveau pour la mieller. Maintenant, si l'objectif n'est pas le miel, je dirais qu'il est bon de diviser la colonie en 2 parts inégales, c'est-à-dire 4 cadres d'un côté, 6 cadres de l'autre. Alors 4 cadres du côté où la reine reste, la reine d'origine, puisqu'elle va pouvoir très rapidement refaire sa population. Et c'est aussi la colonie qu'on va déplacer dans le rucher, de peut-être 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, peu importe. Mais c'est la seule colonie que l'on va déplacer dans le rucher, puisque la reine va pouvoir reconstituer rapidement ses ouvrières, mais aussi grâce à ses phéromones, va pouvoir malgré tout réussir à garder une partie de ses butineuses. Et donc l'autre partie, qui est elle sur 6 cadres, ce sera la partie orpheline, celle qu'on va mettre à la place de la ruche souche. Pourquoi sur 6 cadres? Tout simplement parce que le temps qu'elle refasse une reine, si vous n'avez pas une reine à introduire directement, ou une cellule royale, ce qui vous fait gagner du temps, si vous attendez tout simplement un remirage naturel, il va se passer environ 1 mois avant que la nouvelle reine puisse pondre, se mette à pondre. Et donc, on peut encore rajouter à ce mois une grosse vingtaine de jours pour que les premières ouvrières naissent. Et encore rajouter 20 jours pour que ces ouvrières deviennent des butineuses. Ce qui fait que cette colonie va quand même perdre énormément d'abeilles et va perdre de sa, si je puis dire, puissance de feu. Et donc je pense qu'il est quand même la meilleure chose à faire, c'est de la laisser sur place. Elle va pouvoir bénéficier des butineuses qui vont pouvoir ramener du pollen et du miel afin d'élever les cellules royales qui vont faire les futures reines de cette colonie. Et donc le temps que le renouvellement se fasse, que ça fonctionne, que la reine se mette en ponte, que ces
ces ouvrières puissent de nouveau elles-mêmes butiner, ça va permettre, ce plus gros volume d'abeilles va permettre de pallier et de faire en sorte que la nouvelle reine soit la mieux accueillie possible et qu'elle soit bien entourée. C'est très important pour une jeune reine d'être bien entourée, faut qu'il y ait du monde autour d'elle pour qu'elle soit bien fécondée, qu'elle puisse ensuite être bien prise en charge, que sa ponte puisse être bien prise en charge. Donc voilà comment je procéderais moi personnellement si je ne peux pas déplacer mes colonies. Par contre, ta question m'arrive maintenant, je ne sais pas si tu as prévu de faire des essaims à cette saison, mais en ce qui me concerne, ça me paraît quand même bien tard. On peut encore faire des essaims à cette saison à condition d'y introduire des reines déjà fécondées. Là, c'est totalement faisable. Maintenant, si on part d'un élevage, d'une cellule royale où il va seulement falloir trouver une reine à féconder, il va falloir qu'elle ait suffisamment de mâles pour se faire féconder et que tout ça se mette en route. Il me semble qu'il est trop tard à cette saison-ci pour entreprendre ce genre de choses. Donc pour moi, cette saison-ci, plus de création d'essaims si on n'a pas une reine fécondée sous le coude. J'espère avoir au mieux répondu à ta question. Alors on se retrouve pour cette deuxième colonie. Alors vous allez me dire, oui, je pense que je sais ce que vous allez me dire, c'est-à-dire que là je suis devant les colonies, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on visite des ruches d'être devant. Il se trouve qu'à cette saison-ci, j'ai tellement rentré les colonies dans le buisson de sorte qu'elles aient au moins un moment dans la journée d'ombre. Donc c'est la raison pour laquelle je suis obligé de les visiter devant. Sinon, en règle générale, je les avance un peu de sorte à pouvoir passer derrière et de pouvoir de ne pas embêter les abeilles pendant les visites. Et là, cette saison-ci, j'ai tout resserré des buissons de sorte à pouvoir les laisser le plus de temps possible à l'ombre. Alors une autre jolie colonie apparemment. Toujours en abeille noire. Alors, ce cadre. Alors pareil. Donc c'est un cadre qui a été mis il n'y a pas... Je pense qu'il a été mis il y a environ 15 jours. Et à ma grande surprise, elles l'ont bâti. Ce qui est plutôt rare. Hein. L'abeille noire a quand même une tendance à arrêter de bâtir assez tôt. Et surtout au mois de juillet, quand on a quand même un temps relativement sec. Et je trouve extrêmement bien de les voir encore bâtir à cette saison. Je vais donc poser mon cadre sur un toit à l'envers de sorte à ne pas abîmer les abeilles et de sorte à pouvoir visiter le cadre voisin. Voilà, alors là on est carrément sur une ponte magnifique avec toujours notre pollen et notre miel. J'ai même envie de dire une grosse ponte. Hein, là dans peu de temps vont naître des milliers d'abeilles et je pense que ça sera sans doute ces dernières tournées de ponte. Elle va sans doute ensuite stopper pour reprendre en général vers septembre, vers la mi-septembre. Mais il est évident que c'est une très très jolie ponte. Un nouveau cadre, tout aussi joli. Comme vous pouvez le constater, ces abeilles tiennent moyennement le cadre, mais sur le plan offensif, je suis quand même très tranquille pour ouvrir ma colonie. Hein, quand ça m'ennuie un petit peu, j'entends tellement régulièrement quand je parle d'abeille noire, on me dit « Ah non, l'abeille noire, ça pique ». Alors sachez que l'abeille noire, plus on est proche d'une souche pure, et plus l'abeille noire est calme. Quand j'ouvre des colonies qui me paraissent pourtant noires d'aspect, mais qui sont un peu nerveuses, un peu chafouines, et que je fais des tests pour vérifier l'indice cubital et discoïdal,
Et j'ai très souvent affaire à des colonies qui sont hybridées à 30%. Alors que quand on est sur des colonies qui sont noires à 95%, voire plus, on a affaire à ce genre de colonie qui est, il faut bien le dire, très calme. Je ne pense pas que l'on puisse décrire une quelconque agressivité sur cette colonie. Donc moi, à cette saison-ci, j'ai envie de dire que ça me suffit. À partir du moment où j'ai de la ponte fraîche, que j'ai un beau couvain, que j'ai de jolies réserves, et bien la prochaine opération, ça sera le traitement varroa. Mais sinon, ça va s'arrêter là pour ces colonies. Je sais pertinemment que je n'aurai pas besoin de les nourrir. Ça, c'est quand même le gros avantage que j'ai en abeille noire. Voici. Une nouvelle question de Michael, que je salue au passage. Michael qui m'a donc demandé s'il était possible de parler du calendrier d'élevage, de fournir un calendrier d'élevage. Donc c'est quelque chose, Michael, qu'on fera plutôt cet hiver, puisqu'il y a une grosse partie de théorie. Je pense que ça sera quand même beaucoup plus pratique de le mettre en œuvre cet hiver et surtout de pouvoir commencer à parler de la préparation des colonies dès le mois de février-mars pour les gens qui veulent élever des rennes. Donc je ne t'oublie pas, Michael, il n'y a pas de souci. Je reporte simplement à un peu plus tard la réponse à ta question, mais on le traitera, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, la colonie suivante. On va bien tomber sur une colonie qui va être un peu différente. Je n'ai pas la prétention d'avoir des colonies parfaites. Il y aura forcément une colonie hybridée, moins jolie, moins avancée. Alors ici on est sur une colonie qui est sur 5 cadres. J'ai même envie de dire 4 cadres, 4 cadres et demi, je vois qu'on a un cadre que j'avais mis qui n'a pas été bâti. Et donc cette colonie va devoir être renforcée. Je vais lui rajouter un cadre probablement dès que j'aurai fait ma récolte sur mes colonies d'abeilles noires. J'ai des ruches qui sont très forts et qui ont sans doute un supplément de couvain ou de nourriture. Alors voilà la reine, une jolie reine noire, magnifique. Alors pas marquée, tout simplement parce que je n'ai pas jugé la nécessité de les marquer. Ensuite, à savoir que l'abeille noire est quand même assez susceptible au marquage. Et donc j'évite. Quand je peux éviter de les marquer, je l'évite. À partir du moment où j'ai mes annotations sur le toit et que je sais où elle en est, eh bien je n'ai pas spécialement envie de la marquer. Alors on va continuer notre visite. Alors là, pareil, un couvain magnifique. Magnifique. Alors il y aura par contre déjà à la vue un taux d'hybridation un peu supérieur. Hein. Je pense qu'on doit être aux environs, par la couleur, qu'on doit être aux environs de 10% d'hybridation. Donc c'est une colonie qui est tout à fait satisfaisante en tant que colonie noire dans un rucher, mais qui ne sera pour moi pas une souche. Par contre, il est évident que le cadre finalement est bien bâti, il suffit juste qu'il soit rempli. À savoir que pour moi, une colonie comme celle-ci n'est pas dangereuse du tout dans un rucher d'abeilles noires. Je m'explique, c'est que là on a affaire à une reine noire. Toute sa descendance en mâle seront des mâles noirs. À savoir qu'elle pond des ouvrières qui sont issues d'œufs fécondés, et c'est-à-dire donc qui sont d'ailes et ensuite fécondées du papa. Elle prélève dans sa spermathèque les spermatozoïdes des différents papas qui l'ont fécondé, et donc les ouvrières sont toutes issues d'œufs fécondés. Ce sont des diploïdes. Par contre, les mâles sont eux des haploïdes et sont issus d'œufs non fécondés.
Donc je sais déjà que les mâles auront toutes les caractéristiques de la maman. Ce qui fait que je peux totalement laisser cette ruche dans le rucher, étant donné qu'elle me donnera des mâles noirs. Il faudra juste la suivre de près en cas d'essaimage, car là, elle pourrait élever sur déjà de la noire hybridée. Mais tant qu'elle n'essaime pas, tant qu'elle ne fait pas de tentative d'essaimage, c'est une colonie qui peut être très bien gardée dans le rucher afin de produire des mâles de qualité pour féconder les futures reines noires. Alors, on va donc refermer cette colonie. Alors à présent, j'aimerais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo sur le... Ici, à savoir qu'on est toujours dans le même rucher, on est toujours dans le rucher d'abeilles noires, et donc vous faire voir que l'abeille noire, ça peut aussi produire du miel. À savoir que la plupart des colonies qui sont des souches, comme celle-ci, m'ont fait environ 2 hausses de miel de moyenne, ce qui n'est pas mal du tout, étant donné que nous sommes dans un rucher sédentaire. Il n'y a pas de culture aux alentours. Et elle est quand même entourée de 120 autres collègues. Donc la concurrence est assez rude, mais comme quoi l'abeille noire, ça peut aussi faire du miel. Alors, j'ai pas envie de fumer parce que j'ai peur que ça donne un mauvais goût au miel, mais je voulais quand même vous faire voir ceci puisque c'est quand même magnifique. Voilà. Alors, je me méfie un peu plus quand même parce que là on a du temps qui est en train de tourner à l'orage et on est quand même en train de s'attaquer à leurs provisions. Voilà, alors je voulais vous faire voir des cadres comme ceci de l'abeille noire. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, c'est pas si méchant que ça encore une fois. Je me méfie malgré tout, mais vous pouvez voir que ce sont des colonies qui sont quand même suffisamment sélectionnées et calmes. Et donc j'ai 2 hausses comme ça de miel. Je pense qu'on est aux environs de... Je pense qu'il y a facilement 35-37 kg de miel dans ces colonies. Et donc c'est apparemment un tout de fleur de forêt. Je voudrais aussi vous parler à propos justement du miel de l'abeille noire. Il y a une étude qui a été faite à propos de ce miel et qui est très intéressante où des scientifiques ont déposé des ruches d'abeilles noires et de colonies hybrides au même endroit, au même moment, devant un champ. Derrière ce champ, il y avait une forêt, tout simplement. Et donc, ça leur a permis d'évaluer un peu les colonies et de voir quel était leur comportement face aux cultures. Et c'est avéré qu'en termes de volume de miel, l'abeille noire a produit un tout petit peu moins de miel que ses concurrentes hybrides. Par contre, le miel était environ 2%, il contenait environ 2% de moins d'humidité, ce qui est pas mal du tout. Et ensuite, quand une analyse pollinique de ce miel, il y a les frelons qui viennent nous ennuyer là, une fois les analyses polliniques de ces miels revenus, il s'est avéré que dans le miel de l'abeille noire, il y avait 40% en plus de diversité pollinique, et donc quelque part protéique, car l'abeille noire, qui est avant tout une abeille de forêt, ne s'était pas contentée que d'aller sur le champ cultivé, mais aussi avait trouvé d'autres fleurs sauvages, ce qui veut bien dire qu'on a affaire à une abeille qui est habituée à son terroir, qui connaît ses fleurs et qui ne va pas se contenter d'un champ de colza, de tournesol ou autre, mais qui va pouvoir aller, qui va poursuivre et qui va aller chercher un peu plus loin pour trouver une autre source de protéines, ce qui fait que cette abeille a toujours ce caractère, cette possibilité de continuer à vivre même si on ne la supplémente pas, si on ne la nourrit pas.
elle sait gérer, elle sait trouver par elle-même sa diversité protéique, tout simplement parce qu'elle est habituée depuis des milliers d'années à cet environnement. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le miel d'abeille noire, et ben, je vais passer à la récolte maintenant. J'ai à présent David. Alors David qui m'a demandé si j'avais un traitement miracle contre le varroa. Non, David, malheureusement, je suis un peu comme tout le monde. Je n'ai pas de traitement miracle contre le varroa. Je fais comme la majorité des personnes, c'est-à-dire que là, je vais mettre en place les traitements. On va le voir sans doute la semaine prochaine, donc toujours fin juillet, début août, à savoir que les traitements se mettent en place suffisamment tôt pour que les colonies soient les plus saines possibles et que les reines puissent nous pondre de belles abeilles en bonne santé et qui pourront par la suite faire nos abeilles d'hiver et faire que les colonies passent le meilleur hiver possible. Hein, donc ces abeilles vont avoir besoin d'être bien nourries, en bonne santé pour pouvoir vivre quand même 5 mois peut-être pour passer l'hiver. Là où une butineuse à cette saison-ci va plutôt vivre 4 à 6 semaines, et bien les abeilles d'hiver, il va falloir qu'elles tiennent quand même environ 5 mois. Et donc ce qui fait que mieux vaut qu'elles soient en suffisamment grand nombre et surtout en très bonne santé si on veut retrouver nos colonies au printemps. Je traite donc un traitement des plus standards possibles, hein, les lanières, avec AMM. Je pense qu'il est important d'avoir une AMM pour traiter nos colonies. Nous, en tant que professionnels, ça tombe plus ou moins sous le sens, étant donné qu'on a des obligations vis-à-vis des services vétérinaires de proposer, d'avoir un traitement qui soit aux normes. Ce que je fais d'une année sur l'autre, je change de molécule. Je ne vais pas citer les noms de ces médicaments, mais à savoir que j'alterne une année sur deux afin d'éviter, je l'espère, une accoutumance du varroa envers telle ou telle molécule. À savoir que la plupart des traitements s'appliquent pendant environ 12 semaines. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faille enlever les lanières à la fin du traitement. Vous prenez la notice d'utilisation de ces médicaments, il vous donne une durée d'activité de ce médicament, et je pense qu'il est très intéressant, enfin il est même primordial pour moi, d'enlever ces lanières. Je vois régulièrement des personnes qui se disent « Oh, finalement, pour maintenant, c'est la fin de saison, on fera ça au printemps prochain ». Je pense que c'est une erreur, car la dose de produit qu'il y a sur ces lanières va baisser, et j'ai un peu peur que le varroa prenne ce temps pour commencer à s'accoutumer aux produits, puisque les doses seront de moins en moins fortes, et ce qui fait qu'il pourrait s'accoutumer aux produits et que ce traitement soit moins efficace la saison d'après. Voilà la raison pour laquelle j'enlève mes lanières à la fin du traitement. En général, c'est à peu près 12 semaines, mais à revérifier quand même sur vos notices. Et que j'alterne aussi d'une année sur deux les molécules. Ensuite, je fais un autre traitement acidoxalique. Alors chez nous en Dordogne, c'est aux environs du 15 au 30 décembre. C'est le moment où on a le moins de bovins, bien que ça soit de plus en plus compliqué d'avoir des arrêts de ponte. On sent quand même que les hivers sont de moins en moins rigoureux et les rennes ont une tendance à pondre plus ou moins toute l'année en ce qui concerne les hybrides, enfin en ce qui concerne mes hybrides. Maintenant, en ce qui concerne mes abeilles noires, je n'ai pas de souci là-dessus puisque les reines d'abeilles noires cessent leur ponte sans problème. L'hiver, on n'a pas de couvain du tout. Et là, ça nous permet pour moi d'avoir un traitement qui est plus efficace. À savoir que quand je fais des comptages varrois entre abeilles noires et la jeannette, j'ai très souvent des taux bien inférieurs de varroa sur l'abeille noire. Alors, je ne pense pas pouvoir avancer que les abeilles noires s'épouillent. J'aimerais le constater, mais à ce jour, je n'ai aucune preuve. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est que l'abeille noire, quand il n'y a pas de réserve, en période de disette, quand il n'y a pas de nectar dans les fleurs,
la reine d'abeille noire va arrêter sa ponte. Ce qui fait que parfois en Dordogne, on a des coupures de ponte en juillet-août, des fois jusqu'à la mi-septembre, et ensuite les reines vont se remettre à pondre. Et il est évident que quand la reine n'a pas pondu pendant 2 mois, et qu'il n'y a pas de couvain dans la colonie, on a forcément moins de varrois. Les varrois n'ont pas plus caché comme elles le font habituellement dans les alvéoles. Ensuite, les colonies d'abeilles noires vont avoir une tendance à sortir les mâles beaucoup plus tôt, à arrêter de les élever beaucoup plus tôt, vont commencer à les élever plus tard et vont arrêter plus tôt. Ce qui fait qu'on a quand même, le varroa a un peu moins d'emplacement pour pouvoir se loger, pour pouvoir se cacher sous les larves. Ce qui fait qu'en général, les colonies de varrois, les colonies d'abeilles noires sont un peu moins envahies de varrois. Ensuite, ce que je conseillerais à chacun, c'est vraiment de traiter varrois, parce que j'entends assez régulièrement des personnes qui me disent « moi je ne traite pas varrois » et ça fonctionne très bien comme ça. Or, quand je leur pose la question de savoir un peu quel est leur taux de perte hivernale et qu'ils sont d'accord pour me sortir les vrais chiffres, le minimum de ce que j'entends, c'est quand même 30 à 40% de perte hivernale, ce qui pour moi est inconcevable. Le jour où j'ai 30% de perte de mes colonies, dans ce cas-là, je préférerais tout simplement arrêter l'apiculture. Mais j'entends très régulièrement des taux de perte de 60 à 70%. Et pour moi, le varroa y est quand même pour beaucoup. Donc on m'annonce que c'est de la faute du frelon, que c'est la faute de la teigne. Alors savoir que la teigne ne va jamais se développer dans une colonie qui est en bonne santé. La teigne, c'est vraiment le dernier recours quand vos abeilles, quand tout est déjà fichu, quand ça pond plus, quand c'est bourdonneux depuis énormément de temps. Mais à savoir que la teigne ne tue pas une colonie. Elle la termine peut-être, mais en aucun cas elle est capable, si la colonie est en bonne santé à la base, en aucun cas la teigne est capable d'éradiquer une colonie. Le frelon, quant à lui, on sait qu'il fait quand même énormément de dégâts. J'ai la chance par rapport au nombre de ruches que je possède de pouvoir regrouper en assez grand nombre et de pouvoir, j'ai envie de dire, limiter la casse. Voilà. Mais sinon, de ce que je peux voir, des gens qui me contactent en me disant j'ai perdu mes colonies et qui me font voir des photos de leur cadre, très souvent c'est quand même la symptomatique de la varroise. C'est quand même très souvent des gens qui n'ont pas traité varroa. Donc pour moi, il est inconcevable de ne pas traiter varroa, pour nous, mais aussi pour les autres. À savoir que nos abeilles vont plus ou moins aller sur le secteur d'autres ruches. Les mâles vont aller d'une colonie à l'autre. Et donc si vous avez un voisin qui possède une ou deux ruches complètement pourries dans le fond de son jardin et qui n'y est pas allé depuis des lustres, sachez que ça c'est un vrai réservoir à varroa. Et que même si vous traitez, vous pouvez ramasser ces varrois. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas très logique. Que chacun soit responsable de ses propres colonies, c'est une chose. Maintenant, quand on se fait envahir par le voisin, je trouve que c'est quand même moins bien. Donc je compte sur vous pour traiter varroa. Quelle que soit la technique, traiter varroa, c'est important. J'ai oublié de vous préciser aussi tout à l'heure, de vous dire que sur mes colonies d'abeilles noires, je ne mettais pas de grille à reine. Tout simplement parce que c'est pas nécessaire. Les reines, il est très rare qu'une reine aille pondre dans sa hausse, comme vous pouvez le voir, donc une deuxième hausse pleine. Voilà. Donc je pense qu'on peut quand même dire que ce sont des hausses pleines, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais vous rajouter ce petit aparté pour vous dire que en ce qui me concerne, je ne mettais pas de grille à reine sur les colonies d'abeilles noires. Alors nous sommes devant une autre colonie, pas très loin de celle qu'on a vue tout à l'heure, et comme vous pouvez le remarquer, c'est le même topo, même cadre rempli, les deux hausses blindées. Si j'avais voulu, je pense que j'aurais pu sans problème y poser une troisième hausse. Maintenant, le miel, c'est pas mon créneau. Je fais du miel uniquement pour donner aux personnes qui me prêtent leur terrain, pour la famille, les amis, ou vraiment occasionnellement, mais je ne cherche pas le miel. Mon travail, c'est quand même l'élevage, les reines et les essaims. Mais voilà, je voulais quand même partager ce cliché avec vous, c'est quand même joli à voir. Et donc, j'ai déjà enlevé la première hausse, et voici la deuxième.
pense que je peux être satisfaite de la génétique de mon abeille noire. Voilà. Alors voici maintenant le temps de nous quitter. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas toujours à me poser des questions, à m'envoyer des commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus, ça fait bien plaisir. Et surtout, ça me conforte dans le choix de continuer ces vidéos. Il y aura prochainement, très prochainement, une vidéo qui sera consacrée uniquement à l'abeille noire. Donc ce sera quand même j'ai envie de dire un gros pavé, et je la publierai sans doute plutôt un autre jour de la semaine. On va se garder le vendredi pour parler abeilles en général, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quelles que soient vos convictions. Et je ferai une émission spécialement vraiment que sur la noire, car le fait que je vous ai demandé l'autre jour que feriez-vous à ma place, est-ce que vous continueriez à avoir que de la noire, que de la jeannette, ou les deux, finalement ça a soulevé en vous un tas d'autres questions, et qui ont été les suivantes. Pourquoi la noire? Pourquoi elle te fascine tant? Pourquoi tu continues à l'élever? Voilà, quelles sont tes convictions par rapport à cette abeille? J'ai eu énormément de questionnements à ce sujet, et donc je vais consacrer une vidéo entière pour vous en parler, pour savoir un peu d'où elle vient cette abeille, et pourquoi j'ai tant de... pourquoi sa préservation me concerne tant. Je pense que vous comprendrez mieux après cette vidéo pourquoi j'ai du mal à me séparer de cette abeille, et qu'il est pour moi très très important de continuer à la sauvegarder. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et sachez que ça fait pas longtemps que je viens de lancer ces vidéos, mais c'est pour moi un grand bonheur de vous retrouver à chaque fois. Une petite dédicace quand même pour Léo et pour Michael, qui m'ont envoyé la dernière fois des messages très très touchants, très très forts, et ça m'a touché énormément. Donc je voulais profiter pour les remercier de nouveau, et je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Pas facile tous les jours l'apiculture, les gens. Il est trop bon, je retourne à la source.